tous, salut Farah. Salut Farouk, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires du jury. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux artères rénales et plus précisément aux angioplasties des artères rénales. Farah, tu peux nous détailler un peu le programme peut-être? Alors le programme, on a essayé de revenir à Marseille après le Tour de France du jury. La dernière fois, on a essayé de se mettre plus ou moins à la hauteur de l'équipe nantaise avec le tips qui nous avait vendu quand même du rêve. Ouais. Ça risque d'être compliqué, mais bon, vous jugerez de vous-même. Et donc aujourd'hui au programme, donc on va vous expliquer tout ce qui est angioplastie des artères rénales, un peu de physiopathe pour essayer de comprendre le pourquoi et quelles indications, quels patients à qui on va proposer du coup cette intervention. Puis après, avec docteur Pierre-Antoine Barral, qui est du service de radiologie interventionnelle de la Timone également, qui va nous expliquer concrètement comment faire, techniquement, comment procéder à cette intervention. Et puis après, pour conclure l'article de discussion introduit par un de nos internes actuellement, Zachary Sabri. Et nous avons l'honneur d'accueillir… Je te laisse Farouk, dire… L'immense plaisir d'accueillir Zachary. Ah. Suspense, Zachary. Ouais. Et surtout le grand plaisir d'accueillir le professeur Jean-Michel Bartoli, notre maître à tous, qui va donc avoir la responsabilité de modérer cette session. Donc bienvenue cher professeur. Sans plus tarder, je te donne la parole, Farah. On est parti alors. Cette session du jury qui va porter sur l'angioplastie des artères rénales. Donc, on vous a mis le programme sur le programme de la soirée. Pourquoi, pour qui, comment, l'article de discussion et puis la parole à expert avec professeur Jean-Michel Bartoli que nous sommes ravis d'accueillir. Donc, pourquoi et pour qui tout d'abord? Donc, déjà, angioplastie des artères rénales, on va parler des artères rénales. Donc, maintenant, angioplastie, artères rénales, on pense à quoi? On pense hypertension artérielle. Donc, on va le proposer notamment chez des patients qui sont hypertendus, donc qui vont se présenter avec une hypertension artérielle. Deux grandes catégories d'hypertension artérielle. La grande majorité, plus de 80% des hypertensions sont dites primitives, c'est-à-dire on ne retrouve pas de cause. Certes, il y a une petite prédisposition héréditaire, etc., mais vraiment, on va dire la cause, l'étiologie propre n'est pas reconnue, n'est pas identifiée. Et à côté de ça, on a tout ce qui est HTA, le groupe des HTA secondaires. Donc là-dedans, on va avoir les HTA secondaires à tout ce qui est, par exemple, pathologie diabétique. On va avoir les HTA secondaires au syndrome d'apnée du sommeil, par exemple. Et on va avoir un grand groupe qui va nous intéresser particulièrement pour cette soirée, qui sont les HTA rénovasculaires. Donc, toujours dans tout ce qui est hypertension, il y a une fameuse formule qui va nous dire que la pression artérielle, c'est la multiplication entre le débit cardiaque et les résistances vasculaires périphériques totales. Dans le groupe des patients qui vont nous intéresser ce soir, c'est-à-dire des patients avec HTA secondaire rénovasculaire, ça va être surtout une augmentation de ces résistances vasculaires périphériques. Donc maintenant, mécanisme impliqué dans l'HTA, on a un petit retour ici sur l'entité élémentaire du rein avec le néphron qui est représenté ici, qui est cette petite néphron qui est composée du glomérule, qui est la structure la plus proximale, qui va être une petite pelote vasculaire avec l'artériole afférente et l'artériole efférente et où vont se passer les différents échanges. Et d'où peut provenir cette hypertension? On peut avoir tout d'abord, comme c'est présenté ici, des anomalies vraiment du transport du sodium et donc de la pompe NAK en elle-même. Ce déséquilibre va induire une stimulation sympathique et donc, in fine, une hypertension artérielle. Secondairement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mécanisme? On peut avoir une stimulation sympathique du système sympathique en lui-même, et donc stimulation du système sympathique, augmentation du tonus vasculaire, et ensuite, on a l'hypertension artérielle. Au contraire de cela, si on a une vasoconstriction, on peut l'avoir par carence en vasodilatateurs. On peut l'avoir par une lésion des cellules rénales qui peuvent ne plus produire des agents qui permettent une vasodilatation et donc vasoconstriction, puis hypertension artérielle. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est ce fameux système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, ce système-là, on va le voir un peu plus en détail. On va vous le détailler sur cette diapositive-là. Donc, c'est un petit rappel physiopathe pour essayer de bien comprendre en fait le problème. Donc, ce qui va se passer, si on a une sténose des artères rénales, ou d'une artère rénale du moins, le rein va être hypoperfusé, il va y avoir une chute de la pression artérielle. Et donc, comment le rein va répondre à ça?
eh bien, il va produire de la rénine. La rénine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, l'angiotensinogène, qui est représenté ici, qui est, lui, libéré et synthétisé par le foie, va passer et va devenir, sous l'effet de cette rénine, l'angiotensine 1. Cette angiotensine 1 va, elle, devenir l'angiotensine 2 sous l'effet de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui, elle, est produite notamment par le poumon principalement. Et puis après, cette angiotensine 2 va, elle, avoir un effet sur différents organes, notamment le rein, la surrénale, et la production d'aldostérone, donc le dernier, on va dire, maillon de la chaîne de ce système-là, qui va permettre de rééquilibrer la balance hydrosodée, la rétention de sel, et in fine, avoir une pression artérielle qui va se réadapter, qui va réaugmenter et répondre à ce problème-là. Donc, si maintenant on passe sur les causes de l'HTA rénovasculaire, sur l'HTA rénovasculaire qui est la cause la plus fréquente des HTA qui sont curables. Donc, c'est la plus fréquente, mais néanmoins, elle ne représente que 2% de l'ensemble des HTA. Je vous rappelle que la grande majorité, c'est les HTA qui sont primitifs. Là, on est dans un sous-groupe des HTA secondaires, de l'HTA rénovasculaire, et donc ça ne représente que 2% de l'ensemble des HTA. On peut subdiviser ces causes d'HTA rénovasculaire en deux grands groupes. Principalement, restez schématique dans votre tête, grand groupe, plus de 80%, ça va être dû à des lésions athéromateuses. Donc, on va dire, pour caricaturer, mais la personne âgée, et ça va être une sténose, une plaque athéromateuse, comme vous avez l'habitude d'en voir, et qui va se situer très préférentiellement sur les tiers proximaux de l'artère rénale. De l'autre côté, tableau totalement différent, tableau clinique, que initialement, une femme jeune qui va apparaître, qui va se présenter avec une hypertension. Et si vous avez une atteinte en plus des 2 tiers distaux typiquement de l'artère rénale, il faut penser à la dysplasie fibromusculaire. Il y a quelques autres causes d'HTA rénovasculaire qui sont plus anecdotiques. Ça va être tout ce qui est les causes emboliques, les causes traumatiques. Vous avez par exemple une dissection traumatique de l'artère rénale ou bien encore compression extrinsèque de l'artère rénale, etc. Maintenant, il faut se dire à quel moment on va dire qu'une sténose est hémodynamiquement significative. Eh bien, on va déjà se baser sur un pourcentage visuel de diamètre de la sténose. Si elle fait plus de 70%, déjà on se dit elle a de grandes chances d'être hémodynamiquement significative. Ensuite, on va se baser sur des critères qui seront plus invasifs, c'est-à-dire des critères sur lesquels ça va être des critères de prise de pression. Notamment le rapport PD-PA, c'est-à-dire la pression en aval de la sténose, moins la pression en amont de la sténose. Si ce gradient-là est supérieur à 20 mm de mercure en systole, ou bien 10 mm de mercure en moyenne, là aussi, on est face à une sténose qu'on dit hémodynamiquement significative. Enfin, le corollaire, on va dire, du gradient, l'équivalent plus ou moins, mais sous la forme de ratio, le ratio pression distale sur pression aortique, donc pression proximale en amont de la sténose, s'il est inférieur à 0,9, là aussi, on est face à une sténose hémodynamiquement significative. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une sténose est hémodynamiquement significative? Pourquoi ces seuils-là? Eh bien, on dit que c'est hémodynamiquement significatif parce qu'il va y avoir un retentissement par la sécrétion de rénine. Donc, vos reins vont bien travailler, ils vont bien produire leur rénine. Et là, on sait que du coup, c'est face à un retentissement parce que le rein est donc hypoperfusé. Si on se rappelle du coup le petit rappel physiopathe de tout à l'heure. Donc maintenant, si on passe à, on va dire, le diagnostic clinique, quand est-ce qu'il faut l'évoquer, cette HTA rénovasculaire? Eh bien, il faut l'évoquer quand vous avez une hypertension résistante. Donc, un patient, vous le mettez sous traitement, vous lui mettez une trithérapie et puis il ne répond pas, vous augmentez ses traitements et puis malgré tout, il ne répond pas sur le plan tensionnel. Ou bien un patient qui va se présenter, qui va avoir une hypertension d'apparition récente ou bien d'aggravation rapide, ou encore un patient qui vient en consultation, un patient hypertendu mais qui est jeune. Et on se dit, c'est bizarre, un patient jeune, hypertendu avec autant d'hypertension, il faut savoir y penser. Puis après, il faut y penser également qu'on a des retentissements plus sur la sphère cardiaque, notamment OAP flash à répétition ou insuffisance cardiaque réfractaire, savoir l'évoquer. Enfin, d'autres signes, comme par exemple l'asymétrie de la taille du rein. Là aussi, il faut se dire, si on a un petit rein, d'un côté, c'est bizarre. Est-ce qu'on n'a pas une sténose qui fait que le rein, du coup, qui est en hypoperfusion, il s'atrophie? Donc, savoir y penser à ce moment-là. Puis d'autres causes, d'autres petits motifs d'appel qui sont un peu plus anecdotiques qu'on vous a listés ici. Donc, maintenant, le bilan, une fois que vous y avez pensé, comment vous allez le bilanter? Pensez, avant de penser directement à vous dire « Ah oui, il faut faire une artério, etc. » Non, vous avez des moyens simples et accessibles
qui peuvent vous permettre de vous aider et de bien vous orienter, notamment l'échographie Doppler. Vraiment, l'échographie Doppler, il faut y penser en première intention, savoir orienter votre patient chez un confrère spécialiste ou si vous-même vous en faites pour pouvoir attester de cette sténose. Il y a des critères qui ont été validés ou du moins bien documentés sur l'échographie Doppler et quand est-ce qu'on va se dire qu'il y a une sténose qui est significative, eh bien, c'est quand il y a un pic de vélocité, donc de vitesse systolique à plus de 200 cm/s au niveau de notre sténose, ou bien un rapport réno-aortique, donc le RAR, c'est le rapport réno-aortique, donc entre le rein et puis notre aorte, qui est supérieur à 3,5. Et on sait que si vous avez un de ces critères, et en plus si vous avez les deux, on est à plus de 90% de sensibilité, de spécificité pour détecter une sténose à plus de 60%. Donc sténose qui est significative, proche, enfin relativement sévère. Hein. D'autres moyens, le scanner, l'imagerie en coupe, un scan injecté, va vous permettre de bien individualiser s'il y a une anomalie sur vos artères rénales. L'IRM également, c'est vrai qu'il est moins fait en routine clinique, mais qui peut permettre de répondre à la question. Et puis après, on le cite parce que c'est possible et ça montre bien s'il y a une HTA rénovasculaire. Il y a la scintigraphie au captopril, donc qui est un IEC. Vous faites une scintigraphie avant, vous donnez cet IEC au patient et vous lui refaites la scintille après. Et puis, ça va vous permettre d'attester s'il y a une HTA rénovasculaire ou pas en fonction de la production de rénine ou pas. C'est vrai que c'est moins fait en pratique. Ensuite, autre catégorie de technique qui peut être effectivement diagnostique, mais qui va être surtout thérapeutique, ça va être l'artériographie. Elle nous permettra de faire en même temps, on va y aller pour faire le geste, mais en même temps, on va pouvoir identifier si effectivement il y a la sténose ou pas. Donc maintenant, si on passe aux grandes causes qu'on a répertoriées avant sur l'HTA rénovasculaire, avec l'athérosclérose, donc lésion athéromateuse, et puis dysplasie fibromusculaire. Donc, pour petit résumé rapide, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redire qu'est-ce qu'est une lésion athéromateuse, mais bon, ça commence par une blessure endothéliale, il va y avoir une chape lipidique qui va se former, et puis in fine, on aura cette plaque athéromateuse. De l'autre côté, la dysplasie fibromusculaire, elle, ça va être une maladie systémique non inflammatoire, donc avec atteinte certes des artères rénales, mais aussi des autres territoires, notamment carotidiens. La forme la plus fréquente, c'est la forme multifocale. C'est la forme que vous avez l'habitude et qu'on a tous en tête quand on pense aux dysplasies fibromusculaires, c'est cet aspect en collier de perles, vraiment des sténoses et des dilatations étagées qui va donner cette sténose longue en collier de perles. Il faut savoir qu'il existe aussi une forme unifocale qui va correspondre à une hyperplasie focale, qu'elle soit intimale ou bien de la média ou de l'adventice. Morphologiquement, on ne peut pas savoir, mais on va avoir une hyperplasie qui va être focale et qui correspond à des sténoses courtes en diaphragme. Donc maintenant, la question de quand traiter la sténose, voilà, on va dire une diapo qui vous dit quand traiter et pas quand traiter. C'est vrai que dans les recommandations, ça peut paraître un peu, vous voyez, un peu touffu et lourd. Eh bien non, c'est pas si compliqué que ça. Il faut rester, on va dire, un peu basique. Donc là, la lésion typique, athéromateuse, lésion proximale, vous voyez, en portion proximale à l'ostium de l'artère rénale. Et là, quand est-ce que vous traitez? Il faut retenir 70%. Vraiment, vous avez une sténose à plus de 70%. On a dit qu'on sait que c'est une sténose qui est significative. Visuellement, vous voyez qu'elle est à plus de 70%. Vous dites, OK, il faut traiter. Si elle est à moins de 70%, donc si elle est à partir de 50%, parce que moins en général, on ne fait rien. On peut la regarder, mais on ne va pas, même si on aime bien déployer des ballons, on s'arrête là. Plus de 50%, il faut penser à la traiter si elle est hémodynamiquement significative. Donc, c'est-à-dire si on a cette histoire de gradient supérieur à 20, de 10 à 20, ou bien cette histoire de ratio moins de 0,9. Ou bien on va les traiter s'il y a un retentissement, c'est-à-dire OAP flash, insuffisance cardiaque réfractaire, ou bien un retentissement sur l'hypertension avec une HTA résistante ou un déclin rapide ou une intolérance au traitement. De l'autre côté, les dysplasies fibromusculaires, elles, pour les traiter, c'est un peu moins franc, on ne sait pas trop quand les traiter. Et là, je vous ai mis une image d'un patient qui avait bénéficié. Là, déjà, c'est l'image post-angioplastie, on l'avait dilaté, et vous voyez qu'au final, en fait, visuellement, on n'avait pas trop la différence entre ce qui était la sténose avant et après.
Et c'est ce qui renforce l'idée, et qui a été soulignée d'ailleurs dans cette étude, une étude multicentrique auquel on a contribué, et qui permet de renforcer la place de justement l'échographie Doppler et de bien sélectionner les patients, sachant que pour les patients avec dysplasie fibromusculaire, on doit s'attendre à des élévations dans les critères Doppler qui sont un peu plus sévères que ce qu'on pense pour les sténoses athéromateuses. Et puis, pensez toujours à prendre ce fameux gradient, notamment chez les patients avec dysplasie fibromusculaire, que ce soit avant le geste, surtout avant pour pouvoir le dire, mais également aussi après pour être sûr d'avoir levé la sténose. Donc maintenant, si on passe à la technique, est-ce qu'on va mettre un stent ou non? Parce que certes, on va faire l'angioplastie, mais est-ce qu'on va stenter? Si vous êtes face à une lésion athéromateuse que vous avez décidé qui répond aux critères d'angioplastie, il faut poser un stent. Pour les dysplasies fibromusculaires, plutôt non, sauf si, bien sûr, complications où il y a une dissection lors du geste, etc., où là, on va stenter, mais sinon, non, le ballon suffit. Voilà. Si on continue maintenant sur la prise en charge après stenting, bien, il faut mettre les patients, les recommandations disent que pour post-angioplastie pour dysplasie fibromusculaire, mettre aspirine à vie. Pour les sténoses athéromateuses, donc les ARAS athéromateuses, ça va être double anti-agrégation plaquettaire pendant 4 à 6 semaines. Nous, après, ce n'est pas très bien protocolisé tout ça. Et nous, dans notre centre, on fait, même pour les patientes avec dysplasie fibromusculaire, 4 à 6 semaines de double anti-agrégation plaquettaire, juste simple angioplastie. Pour vous faire un petit teasing sur l'article discussion de Zachary, c'est en réalité, faut-il vraiment faire des angioplasties? Parce qu'il y a plusieurs études, plusieurs essais qui ont essayé de comparer ce que traitement médical seul ou bien traitement médical avec angioplastie et stent, est-ce que l'angioplastie et le stent fait mieux? Donc, différentes études qui, au final, ont montré il semble qu'il n'y ait pas forcément de bénéfices. Mais justement, on se pose la question, et c'est ce qu'a soulevé cette revue des différents essais, sur ces essais randomisés et contrôlés, mais est-ce qu'on a vraiment bien sélectionné les patients, ou bien on a sélectionné des patients qui étaient, entre guillemets, pas avec des sténoses assez sévères pour bénéficier du traitement? Donc, ce sera toute la problématique que va bien nous illustrer Zach. Et cette même revue donc, a proposé un algorithme que je vous ai mis ici, on va dire décisionnel, de comment s'orienter. Donc, si vous avez des critères cliniques et vous pensez à une HTR rénovasculaire, vous proposez de faire du coup une échographie Doppler. Et puis, il faut penser aux patients chez qui on va dire, bah oui, là, il y a une indication à faire une angioplastie. Donc, on a dit les sténoses qui étaient hémodynamiquement significatives. Et puis, les patients qui ont une dysplasie fibromusculaire avec hypertension, ou bien une hypertension qui va être résistante, ou bien d'aggravation rapide, ou bien sûr, c'est un retentissement cardiaque. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer du coup à l'autre étape de l'algorithme. Si on peut passer... Merci Farouk. Si on peut passer du coup à cette étape-là, où on va affirmer qu'effectivement il y a un retentissement clinique. Donc l'affirmer, c'est l'histoire du gradient dont on a parlé au début, plus de 20 en systolique, plus de 10 en moyenne, ou bien un effet fer rénal à moins de 0,8. Et puis après, la prise en charge, on a dit dysplasie fibromusculaire, juste ATP simple en première intention, alors qu'athéromateuse, ATP plus stenting. Et puis après, vous allez suivre votre patient par échographie. Rapidement, vraiment une diapo sur les complications. Pensez à la rosténose intrastent. Si elle survient, elle va survenir précocement, parce que 90% des rosténoses qui surviennent vont survenir dans les 6 premiers mois. Puis après, il y a des pourcentages variables dans le suivi des patients, mais pensez que ça peut exister et que c'est plus fréquent chez les rosténoses. Si vous avez mis un stent chez des patients, et parce que vous n'avez pas pu faire autrement, chez des patients avec dysplasie fibromusculaire. Puis après, bien sûr, si lors de l'intervention, il y a une dissection ou une petite embole, on n'est jamais à l'abri de ce type de complications en interventionnel. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, si vous avez à retenir quelque chose, c'est cette diapo. HTR rénovasculaire, cause la plus fréquente, ça va être en première intention tout ce qui est athéromateux. Ensuite, il faut se dire quelle est la sténose hémodynamiquement significative. C'est une sténose qui est à plus de 70% ou bien plus de 50% avec cette histoire de gradient ou de ratio avec les critères qu'on a précités. Et la sténose qu'on va traiter, ça va être la sténose qui est hémodynamiquement significative chez un patient qui a une dysplasie fibromusculaire ou qui a une hypertension qui est résistante, qui est incontrôlée, qui s'aggrave rapidement, ou bien avec des complications cardiaques type OAP flash, bien une sténose qui va être bilatérale ou bien une unilatérale sur rein unique. Et pensez que stent plus ATP pour tout ce qui est athéromateux,
ATP seul pour tout ce qui est dysplasie fibromusculaire. Et ça, du coup, pour comment faire concrètement la technique, c'est avec Dr Pierre-Antoine Barral qui va vous exposer tout ça. Puis la question de la sélection des patients, on l'a un peu évoqué et ce sera la discussion de la parole à l'expert avec professeur Jean-Michel Bartoli et également l'article discussion de Zachary Sabri. Voilà. Merci. Et Pierre-Antoine, Merci Farah, donc excellent exposé, un peu compliqué de tout revoir. Tu avais la partie peut-être la moins fun et tu l'as très bien fait. Merci pour cet exposé. Je pense que le professeur Bartoli a plein de commentaires. Est-ce que vous préférez commenter à la fin? Oui, s'il te plaît. Parfait. On va enchaîner avec le topo du docteur Pierre-Antoine Barral. Pierre-Antoine nous a fait la gentillesse de participer à ce webinaire malgré quelques circonstances familiales un peu défavorables. Donc, il est chez lui, il n'a pas pu être avec nous au studio. Je vais gérer les slides. Pierre-Antoine, à toi la parole. Alors, merci Farouk, merci Farah et M. Bartoli pour l'invitation. Donc, ce soir, moi, je vais vous parler des aspects techniques de l'angioplastie et du stenting des artères rénales. Donc, je vais différencier plusieurs situations dont Farah a déjà parlé. Donc, il y a la sténose athéromateuse sur laquelle on s'orientera d'emblée sur un stenting avec un stent nu qui sera monté sur ballon. Il y a la dysplasie fibromusculaire qu'on traite, comme vous l'a dit Farah, par angioplastie simple au ballon. Le cas particulier des sténoses des artères rénales, lorsque l'on a une extension d'une dissection aortique à l'artère rénale. Donc, c'est ce qu'on appelle une ischémie statique. Dans ce cas-là, l'artère rénale est disséquée et le vrai chenal dans l'artère rénale est sténosé. Donc là, on utilise plutôt des stents auto-expansibles tressés qui sont conformables et qui vont permettre de réouvrir l'artère sans rompre le flap intimal. Et le cas particulier des sténoses de l'artère d'un greffon rénal, où là, il s'agit plutôt de sténoses anastomotiques, donc sur la suture, et dans lesquelles on utilisera là aussi plutôt des stents nus et montés sur ballon. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour traiter une sténose des artères rénales? Donc, ça se fait en hospitalisation. Le patient est vu en consultation par le radiologue en amont. On prévoit également une consultation avec un anesthésiste pour avoir une surveillance anesthésique pendant l'intervention. Le patient est installé en décubitus dorsal. La voie d'abord peut être une voie fémorale, une voie radiale ou une voie humérale. On prévoit également de pouvoir faire des acquisitions rotationnelles 3D qui nécessitent une installation. Il faut revenir un petit peu en arrière, là ça va un peu trop vite, qui nécessite une installation particulière, notamment au niveau des câbles à la tête du patient. Donc c'est bien de s'organiser en amont pour pouvoir faire ces acquisitions 3D et de pas emporter des câbles pendant les rotations lors de l'intervention. Voilà, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, il faut évidemment analyser le dossier du patient en amont, donc comme vous l'a détaillé Farah, sur toutes les indications, donc j'y reviendrai pas. Mais ensuite, on va analyser aussi techniquement le scanner pour pouvoir planifier son intervention. Donc, c'est extrêmement important de planifier l'intervention avant de commencer. Il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Je pense que c'est la moitié de l'intervention, elle se réussit avant même qu'on l'ait commencé, juste sur la planification, en sachant exactement ce que vous allez faire et en anticipant toutes les situations qui pourraient se présenter à vous en fonction de l'efficacité de votre traitement, de telles difficultés que vous allez rencontrer, etc. Donc, vous analysez votre scanner en regardant si vous avez une ou plusieurs artères rénales. Quelle est l'artère rénale sténosée? La sténose, on va l'analyser au niveau de la longueur de la plaque, du diamètre de l'artère rénale en amont, en aval de la sténose. On analyse aussi le diamètre de l'artère rénale contralatérale, puisque vous savez que quand on a une sténose, en aval, on peut avoir soit une dilatation post-sténotique, soit une artère qui est grêle sur l'hypodébie engendrée par la sténose. La plaque, on va l'analyser aussi. Est-ce qu'elle est calcifiée? Est-ce qu'elle est non calcifiée? Si elle est très calcifiée, on sait que le cathétérisme d'une part va être difficile. Il peut y avoir des risques d'embole, il peut y avoir des risques
défaut de déploiement du stent, de rupture de l'artère, etc. L'extension intra-aortique de la plaque, c'est important aussi, puisque ça nécessite d'avoir un débord du stent dans la lumière aortique pour couvrir complètement la plaque. Il faut analyser les bifurcations de l'artère rénale. Parfois, il y a des bifurcations précoces de l'artère rénale, donc il faut choisir si on implante son stent préférentiellement dans telle ou telle artère, ou bien est-ce qu'on va arriver à se positionner en amont de la bifurcation. Et aussi, vous pouvez d'ores et déjà déterminer vos incidences de travail avant même de commencer l'intervention en regardant sur l'horloge comment sont positionnées vos artères rénales. Donc, est-ce qu'elles sont positionnées à 10 heures, à 11 heures? Est-ce qu'elles sont plutôt avec une angulation ascendante ou descendante? Comme ça, vous pouvez déjà déterminer vos incidences sans les chercher avec plusieurs injections. Voilà, diapo d'après. Donc, les différents stents dont on dispose. Donc, ceux qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est dans les sténoses athéromateuses, comme vous l'a dit Farah. C'est finalement la cause la plus fréquente. Donc, on va utiliser des stents nus montés sur ballon. Donc, il y a différents laboratoires qui proposent des stents destinés aux artères rénales. Donc, il y a par exemple Cardinal Health, anciennement Cordis, donc avec les stents Palmas Blue. Donc, c'est des stents qui passent sur des guides 0,14. Donc des stents tubulaires avec des mailles reliées par des ponts, comme vous voyez ici. Il y a Abbott qui propose le stent Herculing, qui est aussi un stent rénal. Biotronic qui propose aussi un stent rénal, vous voyez, avec un taux de recouvrement qui est un peu plus faible. Donc, il y a moins de mailles, donc une force radiale qui est peut-être un peu moins bonne, mais ça diminue le risque de rosténose. Il y a également Boston qui propose un stent rénal, c'est le Express SD rénal, qui est monorail lui aussi, qui ressemble beaucoup au Palmas Blue. Diapo suivante. Ensuite, les stents tressés auto-expansibles dont je vous ai parlé en début de présentation. Donc, on s'en sert, comme je vous l'ai dit, dans les dissections. C'est le carotid wall stent en pratique qui a ce design-là. C'est un stent qui est donc auto-expansible. Et du fait de sa fabrication et de son montage tressé, il va être très conformable. Donc, il va s'adapter au diamètre du vaisseau, il va pouvoir s'allonger ou se raccourcir. Donc, ce qui lui confère des propriétés intéressantes, mais qui fait aussi qu'il a un largage particulier qu'il faut apprendre à maîtriser. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de largage de ce stent pour que vous voyez un petit peu comment il se comporte. Diapo suivante. Ensuite, lorsque l'on fait des angioplasties simples, là aussi, on a différents constructeurs, laboratoires qui proposent des ballons d'angioplastie qui sont destinés aux artères rénales. Alors, en général, c'est des ballons qui sont destinés à la fois aux artères rénales, mais aussi aux artères de jambes. Donc, c'est pour faire des angioplasties d'artères de jambes aussi que ces ballons sont destinés. Donc, c'est des ballons qui passent en 0,14 ou en 0,18. Ils sont soit monorail, donc ce qui est un petit peu plus facile. Les systèmes monorail, ça permet de faire un échange assez rapide et de ne pas avoir des guides de 3 mètres. Certains sont en coaxial. Là, c'est les over the wire, par exemple, de chez Abbott, Armada. Voilà. Puis d'autres laboratoires qui en proposent. Alors, à des tailles, il y en a qui vont que jusqu'à 4 mm. Je trouve que c'est un petit peu limite, parce qu'en général, vous le verrez, les artères rénales, c'est fait un petit peu plus, entre 5 et 6 mm. Donc, à 4 mm, on est un petit peu limité, je pense, pour faire de l'angioplastie des artères rénales. Ensuite, quel matériel pour accéder aux artères rénales? Bon, il y a différentes écoles. Donc, pour la voie fémorale classique, soit on utilise un introducteur 6F et un cathéter guide 6F. Donc, typiquement, le cathéter guide RDC, qui est fait pour accéder aux artères rénales, puisque ça veut dire rénal double curve, RDC. Soit certains utilisent des introducteurs longs. Dans ce cas-là, on peut passer
en 5 French, mais ça nécessite de faire le cathétérisme, puis de mettre l'introducteur long et de retirer le cathéter dans l'artère rénale. Les intros longs, ils peuvent être intéressants par voie radiale, puisque ça permet d'avoir un French de moins, ce qui est intéressant dans l'artère radiale, qui ne peut pas toujours recevoir un introducteur de 6 French. Le microguide, il faut un microguide qui a quand même du support pour pouvoir monter un stent nu. Les stents nus en chrome cobalt, c'est quand même des stents assez rigides qui nécessitent du support. Donc, il y a par exemple chez Boston le guide Platinum, qui est un guide qui a beaucoup de support, avec lequel on peut faire le cathétérisme, qui n'est pas parfait pour faire un cathétérisme. Je pense que quand il y a des cathétérismes complexes, il faut passer sur un autre type de matériel. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser un micro-cathéter pas très petit. On peut utiliser un 2.7 avec un guide 0.16 de chez Terumo, par exemple, et ensuite faire un échange pour un micro-guide plus rigide, donc mettre le platinium cette fois, ou alors on peut utiliser du matériel un petit peu plus pointu qu'on emprunte à la neuroradiologie, dont on se sert parfois, c'est le guide Shikai de chez Azaintech, qui est plus cher, mais qui présente l'intérêt d'être à la fois un guide de cathétérisme, mais en plus d'avoir énormément de support, donc on peut tout faire avec ce guide, et je vous le conseille quand vous en sortez pas. Quand on a du mal à cathétériser l'ostium, lorsque l'on a des plaques avec une extension intra-aortique qui sont extrêmement calcifiées, on peut utiliser une sonde en plus à l'intérieur du cathéter guide pour essayer d'accrocher l'ostium. Et le microcathéter, donc comme je viens de vous le détailler, quand la sténose est difficile à cathétériser, qu'on veut éviter de léser la plaque ou de faire une dissection avec un guide un petit peu plus rigide. Diapo suivante. Donc, pendant l'intervention, évidemment, on va épariner le patient, donc comme on fait sur les interventions endovasculaires, à 50 unités par kilo. Si vous créez un spasme sur l'artère rénale, donc vous pouvez utiliser des dérivés nitrés en intra-artériel directement au niveau du spasme, donc soit du Risordan à 1,2 mg ou bien du nitronal de 100 microgrammes avec un anticalcique, de l'isoptine à 2,5 mg, là aussi en intra-artériel. L'antibioprophylaxie, lorsqu'on implante un stent, elle n'est pas obligatoire. On peut la faire, c'est à la discrétion du radiologue. Donc, c'est des céphalosporines de 3e génération, donc soit de la céphazoline à la dose de 2 grammes, soit du kéfandol à la dose de 1,5 g. Moi, je la fais personnellement lorsque les patients ont un terrain immunodéprimé, lorsqu'ils sont insuffisants rénaux, diabétiques, greffés rénal, ou alors que l'intervention est longue et que ça nous expose plus à des risques de faute d'asepsie. Diapo suivante. Donc, un premier exemple d'angioplastie. Donc, une femme de 75 ans qui a une HTA résistante à une trithérapie, qui a une insuffisance rénale chronique et qui a un rein droit atrophique. Donc, chez cette patiente, c'était un petit peu particulier parce qu'on n'avait pas d'angioscanner, étant donné l'insuffisance rénale, on ne l'a pas injecté. On a utilisé une technique pour cathétériser l'ostium et diminuer la quantité d'iode qu'on injecte. Vous voyez, on a fait une acquisition rotationnelle 3D, donc un CBCT en contraste spontané. On s'est servi des calcifications aortiques et de l'artère rénale pour se guider sur le cathétérisme. Donc, on a extrait un volume vasculaire à partir de cette acquisition rotationnelle qu'ensuite on a projeté sur la scopie. Donc, c'est un road mapping 3D pour pouvoir cathétériser l'ostium en injectant un petit peu moins d'iode. Donc, vous voyez là le cathétérisme de l'artère rénale avec le masque aortique et de l'artère rénale gauche qui est projeté sur la scopie. Ensuite, à côté, vous voyez le stent qu'on a monté au travers d'un cathéter guide RDC 6 French. Donc, vous voyez l'intérêt de ces cathéters guides, c'est que non seulement ils nous permettent de faire le cathétérisme, ils permettent d'être stables à l'ostium et en plus, ils permettent de contrôler la position de votre stent avant de le déployer. Donc, avant de le déployer, on injecte, on vérifie qu'on soit bien au niveau de la plaque, qu'on ait un petit débord aortique pour couvrir l'ensemble de la plaque. Et si on est bien positionné, on va pouvoir déployer le stent en gonflant le ballon qui est à l'intérieur.
Donc, vous voyez le contrôle en fin d'intervention. Là, ici, on a utilisé un stent donc, Express SD vasculaire de 6,18 de chez Boston. On a retrouvé un calibre satisfaisant d'artère. Vous voyez le débord intra-aortique du stent qui est voulu. J'insiste bien, il faut bien couvrir toute la plaque, même en intra-aortique, pour éviter les resténoses. Voilà pour ce cas. On va passer au cas suivant. Donc là, on est dans un tableau différent. On est dans le tableau de la dysplasie fibromusculaire de type médial. Vous voyez l'artère rénale droite de cette patiente avec l'aspect typique d'une succession de sténoses très courtes en diaphragme et de dilatation qui constitue cet aspect qu'on décrit en collier de perles ou en chapelet. Donc, étant donné l'hypertension artérielle associée à ces images de sténose, on a décidé de la traiter. Donc, vous voyez là le scanner. Bon, vous auriez pu voir le scanner défiler. Voilà l'artère rénale qui est un petit peu au-dessus. Le rein droit qui a quand même une taille conservée. Donc maintenant, vous voyez le cathétérisme. Donc avec le même type de matériel, là aussi, on est en C-French avec un cathéter guide RDC. On a déjà cathétérisé la sténose. On a un guide platinium 0,14. Vous identifiez la portion floppy qui est un petit peu plus opaque au rayon X que la portion rigide. Donc, il faut qu'on positionne la portion rigide sur la zone sur laquelle on va monter le ballon pour avoir du support. Donc là, vous voyez qu'on a monté le ballon et on contrôle le positionnement du ballon avant l'inflation du ballon que vous allez voir ensuite. Donc voilà, une angioplastie sur les différentes zones de sténose. On a utilisé là un ballon USSV de chez Boston en 6 mm par 20 mm de long, à pression nominale. Et vous voyez le contrôle où l'on retrouve un calibre satisfaisant. Alors, c'est vrai que dans la dysplasie fibromusculaire, ce n'est pas toujours évident de voir si on a dilaté toutes les sténoses ou pas. Donc, comme vous en a parlé Farah tout à l'heure, il y a des techniques qui peuvent nous aider quand on doute. Donc, par exemple, la prise de pression. Si vous doutez en fin d'intervention, c'est toujours possible de prendre la pression. Donc, on peut le faire soit avec du matériel de pointe, là, si on a des guides de pression, soit on peut le faire simplement avec une tête de pression et une sonde 4F. Ça marche très bien aussi. On a montré que les deux techniques étaient comparables, que ce soit avec un guide de pression ou une simple sonde 4F. On prend la pression distale, on prend la pression intra-aortique. On regarde si elle est toujours inférieure à 0, si le ratio est toujours inférieur à 0,9. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas été efficace et on renouvellera l'angioplastie. Sinon, c'est qu'on a été efficace. Puis après, il y a d'autres moyens qui existent aussi. Il y a l'échographie endovasculaire, l'IVUS, qui permettent de très bien voir les sténoses en diaphragme dans la dysplasie fibromusculaire. Donc, ça aussi, c'est du matériel qui coûte un peu cher et voilà, qui n'est pas remboursé. Et il y a aussi l'OCT que les cardiologues ont l'habitude d'utiliser, la tomographie par cohérence optique, qui montre très bien ces sténoses, dont on peut se servir si on en dispose pour vérifier l'efficacité de notre traitement. Autre cas, donc là, on est dans un contexte différent. C'est un patient qui a eu une dissection aortique de type A initialement, qui a été opéré, qui a eu un remplacement de l'aorte ascendante avec une réimplantation de du tronc artériel brachiocéphalique et qui a une dissection résiduelle de type B qui s'étend à l'artère rénale gauche. Et ce patient, vous voyez qu'il a présenté des infarctus rénaux
gauche. On a donc décidé de lui proposer un traitement endovasculaire sur son artère rénale gauche. Donc, évidemment, là, quand vous analysez le scanner, il faut regarder où est le vrai chenal, par quel côté vous allez passer, plutôt donc à droite ou à gauche, où est-ce que le cathétérisme sera le plus simple. Et ensuite, il va falloir cathétériser le vrai chenal pour le réouvrir. Donc, c'est ce qu'on a fait avec un cathéter guidé RDC. On est passé par la gauche et on a cathétérisé le vrai chenal. Vous voyez que la bifurcation était assez précoce, donc il fallait choisir entre l'artère rétro et l'artère prépiédique pour implanter le stent. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé, comme je vous l'ai dit, un stent auto-expansif tressé, donc initialement un carotide wall stent 5/30. Donc, regardez bien le déploiement de ce stent et le raccourcissement par rapport à lorsqu'il est contenu dans sa gaine. Vous voyez, il se raccourcit beaucoup. Donc, c'était attendu, hein, et on en a donc déployé un second ensuite, qu'on a chevauché avec le premier. On a utilisé un deuxième carotide wall stent de 7/30 pour couvrir l'ensemble de la dissection. Quand on traite une dissection d'une artère, il faut couvrir l'ensemble de la dissection. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si le flap il est fermé en amont du stent, ça ne marchera pas. Donc là, on a ouvert ce stent 7/30 jusque dans le vrai chenal intra-aortique pour couvrir l'ensemble de la dissection de l'artère rénale. Donc, vous voyez le contrôle en artériographie ici, qui montre la bonne réouverture du vrai chenal, la parenchymographie rénale qui est correcte. Et vous allez voir ensuite sur la diapositive suivante le contrôle en scanner. Vous voyez les deux stents qui se chevauchent, l'extension intra-aortique jusque dans le vrai chenal intra-aortique du stent et la couverture de l'ensemble de la dissection. Maintenant, un cas de sténose sur un greffon rénal. Donc, c'est un greffon rénal en fosse iliaque droite qui a été implanté 15 jours plus tôt. Sur les contrôles échographiques, donc il y avait un hématome dans le hile rénal qui comprimait l'artère. Donc, comme vous voyez, il y a une sténose qui est assez longue sur la portion proximale de l'artère du greffon. Mais en plus de ça, on a l'impression qu'il y a une sténose courte à l'ostium de cette artère. Voilà. Donc là, on a utilisé une technique de fusion. Donc vous voyez, j'ai fait une fusion 2D, 3D, c'est-à-dire que j'ai extrait le volume vasculaire depuis le scanner qu'avait eu le patient et j'ai projeté le volume vasculaire en utilisant le mode qu'on appelle contour. Donc il y a uniquement les contours du volume vasculaire pour me repérer et pour faciliter le cathétérisme et déterminer l'incidence. Vous voyez le petit rond bleu qu'il y a, ça s'appelle une ligne de planification. Et donc, lorsque vous alignez les lignes de ce cercle, vous savez que vous êtes dans un plan perpendiculaire à l'ostium du vaisseau. Donc voilà, on s'est servi de cette technique pour faciliter le cathétérisme et diminuer la quantité d'iode qu'on injecte. Il y avait bien une sténose courte et focale, hein, on voit une sténose très courte à l'ostium. Donc on a implanté un stent de 4 mm ici, un Palmas Blue à l'ostium. Donc vous voyez l'inflation du stent ici. Là aussi, le stent déborde un petit peu dans l'iliaque et vous avez vu le contrôle final ici qui montre la disparition de la sténose ostiale avec un débit qui est quand même amélioré dans l'artère en aval. On voit qu'elle est moins hypoplasique qu'au départ. Dernier cas d'un patient de 23 ans chez qui le bilan a retrouvé une sténose donc unifocale. Donc, comme vous l'a dit Farah tout à l'heure, on est dans le cadre de la dysplasie fibromusculaire, hein, donc de type adventiciel ou intimale. Donc, on ne sait pas trop. En tout cas, il a une sténose focale avec une collatéralité très importante qui s'est développée pour revasculariser le rein en aval. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc on a fait une angioplastie simple, hein, puisqu'on est devant une dysplasie fibromusculaire, mais on a choisi de faire une voie radiale parce que ça s'y prêtait bien.
vu que c'était une angioplastie, les ballons, ils ont besoin ils passent dans du matériel de moins gros calibre que les stents. Donc, on est passé avec un introducteur court 6 French dans l'artère radiale. Et ensuite, on a utilisé un cathéter guide 6 French avec une courbure de type MPA, multipurpose, qui a permis de cathétériser cette artère. Et ensuite, on a franchi la sténose avec un guide d'emblée, là, un guide Shikai 014, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a fait une angioplastie. Donc, après s'être repéré, vous voyez le ballon ici, vous voyez que le flux passe dans toutes les collatérales en premier avant de passer dans l'artère rénale, enfin, d'autant plus que là, on est un petit peu occlusif avec le ballon. Et donc, vous allez voir ensuite le contrôle après angioplastie. Voilà, qui a permis de récupérer un calibre satisfaisant et de faire cette intervention par voie radiale. Bon, l'intérêt, c'est que pour les patients, c'est plus confortable, c'est souvent mieux vécu, on va dire, par les patients. Ils ont l'impression d'avoir une intervention nettement moins lourde, hein, juste comme si c'était juste une prise de sang, avec un lever précoce immédiat après l'intervention. Ils peuvent marcher tout de suite. Voilà. Donc, en conclusion, avant de se lancer dans une angioplastie, on pèse bien les indications comme vous l'a montré Farah. On analyse bien l'ensemble de l'imagerie en amont. Hein, c'est capital pour réussir l'intervention. Je pense que c'est au moins la moitié de la réussite de l'intervention qui se joue en amont. Il faut connaître le matériel disponible sur le marché pour faire ce type d'intervention. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein, des stents, des ballons, des guides, des microcathéters, des cathéters guides, des introducteurs courts, longs, du matériel type guide de pression, IVUS, OCT, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, dont on peut se servir. Il faut maîtriser aussi les techniques d'imagerie que vous offre votre table, hein, donc les techniques de fusion, de D3D, mais aussi le road mapping 3D et le Condim CT. Et évidemment, collaborer avec les néphrologues et les médecins vasculaires qui prennent en charge ces patients pour qu'on ait une prise en charge optimale en collaboration avec eux. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre-Antoine pour cet exposé. Excellent, hein, mais on est un peu pris par le temps, mais je pense qu'on aura le temps, professeur Bartoli, de revenir sur quelques éléments. Donc, on va sans transition passer sur la dernière partie de cette session. La parole est au docteur Sabri, notre interne actuellement en trimestre en radiologie interventionnelle, qui va nous faire un petit flash actu qui n'est pas tout à fait d'actualité, mais que tu vas pouvoir nous détailler pour dire si ce qu'on fait est effectivement basé sur des preuves ou alors nuancer le propos. À toi la parole, Zachary. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un article paru dans le New England qui s'appelle Stenting and Medical Therapy for Atherosclerosis Renal Artery Stenosis. Désolé pour l'accent anglais. Donc, stenting est traitement médical dans les sténoses athéromateuses des artères rénales. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite remise en contexte. Donc, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études, dont 2 études contrôle randomisées, multicentriques, qu'on appelle STAR et Astral, qu'on entend beaucoup dans la littérature, qui sont apparus en 2009 et qui remettent en cause et en question le stenting, l'angioplastie stenting des artères rénales dans le bénéfice des événements cardiovasculaires et dans le contrôle de l'hypertension et de la fonction rénale. C'est pourquoi il y a une étude qui est sortie en 2014 qui s'appelle l'étude Chorale et qui a pour avantage déjà d'inclure énormément de patients, plus de 900 patients, et de prendre en compte comme critère d'inclusion la sévérité de la sténose des artères rénales, chose qui n'était pas prise en compte dans les anciennes études et qui était souvent nuancée par de nombreux
auteurs, à l'instar de, par exemple, l'étude Astral, présentait, il y avait 40% des sténoses qui étaient inférieures à 70%, donc qui n'étaient pas très, très importantes. Et l'étude STAR, il y avait 20% des sténoses qui étaient inférieures à 50%. Donc ça, c'était souvent remis en cause par certains auteurs. Donc la question posée par cette étude, c'est l'objectif de l'étude, c'est montrer l'effet de l'angioplastie stenting sur la survenue d'événements cardiovasculaires et rénaux. Donc pour cela, les critères d'inclusion, c'était une sténose athéromateuse au moins supérieure ou égale à 80%, ou compris entre 60 et 80%, avec un gradient de pression d'au moins 20 mm de mercure. Associé à cela à une augmentation de la pression artérielle systolique d'au moins 155 mm de mercure, malgré 2 antihypertenseurs, et ou la survenue d'une insuffisance rénale chronique modérée. Stade 3. Alors, les auteurs ont mené une étude contrôlée, multicentrique, randomisée, en ouvert, qui ont inclus 947 patients, dont donc dans le bras stenting plus traitement médical, il y a eu 459 patients, et dans le bras traitement médical seul, il y a eu 472 patients inclus. Donc, au niveau des critères de jugement principal, le critère de jugement principal, c'est un critère composite qui associe à la survenue d'événements cardiovasculaires ou rénales. C'était un critère clinique, que des critères cliniques en fait. Décès, la survenue de décès, d'AVC, d'infarctus de myocarde, la survenue d'OAP flash, la progression de l'insuffisance rénale ou la nécessité de dialyse. Pour les critères de jugement secondaire, c'était les différents composants de ce critère composite, en fait, ou la survenue de décès, toutes causes confondues. Au niveau de la technique, il y avait très peu d'informations dans l'étude sur le déroulement de l'intervention. On sait que les patients qui ont été stentés, ils ont eu un stent Palmaz de chez Gordis, et au final, il y a une réduction moyenne des sténoses qui passe en moyenne de 68% à 16%, et on a décelé, enfin, il est survenu plusieurs complications à type de 11 dissections, un pseudo-anévrisme et 6 embolisations distales par plaque d'athérome, lâchage de plaque d'athérome. Alors, comme on voit au niveau des résultats, sur cette courbe de Kaplan-Meier, on voit que les courbes en fait, elles se superposent, et donc il n'y a pas de différence significative en fait, entre le stenting, il n'y a pas de différence significative dans la survenue des événements cardiovasculaires et rénaux entre le stenting et le traitement médical seul, sur un suivi de 43 mois. Et comme on le voit sur cette courbe, il y a une diminution de 35% dans les 2 groupes dans la survenue des événements. Pour les critères secondaires, pareil, il n'y avait pas de différence significative. Voilà. Pour ce qui est des pressions artérielles systoliques, on a noté une diminution de la pression artérielle dans les 2 groupes, sans différence significative, avec une diminution d'environ 16 mm de mercure. Et on a noté une augmentation dans chaque groupe du nombre de thérapies antihypertensives, passant en moyenne de 2 antihypertenseurs à 3 antihypertenseurs. Au niveau de la discussion, donc on a pu noter quelques biais. Déjà, les sténoses dans les 2 groupes, en moyenne, étaient évaluées à 67%, ce qui ne sont pas vraiment des sténoses importantes. Comme on l'a vu, il faudra avoir une sténose supérieure ou égale à 70%, donc ce n'était pas des sténoses très, très importantes. Il y avait un biais important, c'était que plusieurs patients n'étaient pas inclus à la préférence des médecins, dont certains patients ont bénéficié d'un stenting d'emblée du fait de sténose. Les sténoses étaient très sévères d'emblée, et donc les médecins sont partisans sur le fait qu'avant d'inclure les patients, ils ont eu une intervention par stenting avant même d'être inclus, en fait. Ce qui crée un biais, vu que ces patients... ces patients-là auraient pu montrer le bénéfice du stenting dans cette étude. Ensuite, les patients, les patients qui avaient eu des OAP, une décompensation cardiaque, dans les 30 jours suivant l'inclusion, étaient exclus. Ça faisait partie des critères d'exclusion. Et donc, ces patients-là étaient potentiellement des bons clients pour le stenting et pour prouver le bénéfice du stenting. Et une dernière chose, la notion d'hypertension silencieuse, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas parlé dans cette étude du délai entre la survenue de l'hypertension ou des événements liés à la sténose et le délai et la prise en charge par stenting.
cette notion-là, en fait, elle est très importante parce que le délai d'hypoperfusion rénale va avoir un impact important parce que cette hypoperfusion rénale va créer des lésions parenchymateuses qui sont irréversibles, à type de sclérose, de fibrose, de glomérulosclérose, et ce qui fait que dès qu'il y a de la fibrose, dès qu'il y a des lésions irréversibles, le stenting n'aura pas d'effet. D'accord ? Donc en conclusion, cette étude n'a pas montré de bénéfice de l'angioplastie stenting sur la survenue d'événements cardiovasculaires et rénaux, comparativement au traitement médical seul, mais on a noté de nombreux biais, notamment le fait que les sténoses étaient peu sévères, d'où l'intérêt de sélectionner les patients, ce qui aurait pu montrer un intérêt et un avantage en faveur de l'angioplastie stenting, en fait. Voilà. Parfait, merci Zachary pour ce flash qui porte bien son nom. T'es un peu pressé. J'étais un peu pressé par le temps. Écoute, c'est un très bon élément là pour justement apporter un peu de science. Malheureusement, ça n'apporte pas toujours les bonnes réponses et on voit que finalement, ça apporte peut-être plus de flou qu'autre chose. Donc, on va donner la parole quand même au professeur Jean-Michel Bartoli, qui a eu la patience d'écouter toutes ces choses. J'espère qu'on n'a pas dit beaucoup de bêtises. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou pas? On va regarder tout de suite. Alors, on a une seule question sur le chat. Pierre-Antoine. Pab, Hugo Piroca demande quelle est la place de la FFR rénale actuellement. On t'écoute, Pierre-Antoine. La FFR rénale, Farah, elle en a parlé. Donc, ça a surtout été étudié dans les sténoses athéromateuses. Donc, quand on a un doute sur le caractère hémodynamiquement significatif de la sténose, on peut s'en servir pour confirmer qu'il y a bien un retentissement significatif. Donc, tout le monde peut s'en servir parce qu'il suffit d'avoir une simple tête de pression, de franchir la sténose, d'aller distalement dans le rein et de prendre la pression aortique. Et donc, c'est assez simple et je pense que c'est une très bonne chose de s'en servir pour appuyer sa décision d'angioplastie quand c'est un petit peu douteux. C'est simple à faire, voilà, mais ça a été étudié uniquement dans les sténoses athéromateuses, mais on peut s'en servir quand c'est douteux. Alors, une deuxième question, c'est techniquement envisageable avec un stent auto-expansible impacté juste après. À toi, là, Pierre-Antoine, tu as bien compris la question? Oui, j'ai compris. Donc, est-ce qu'au lieu d'un stent nu monté sur ballon, on peut mettre un stent auto-expansible et ensuite, après, faire une angioplastie intra-stent? Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Oui, on peut tout réinventer, je pense, mais bon, je pense que c'est plus simple d'utiliser un stent monté sur ballon qui a été designé pour les artères rénales. C'est fait pour ça. Ça marche très bien. Je pense qu'il faut utiliser le matériel qui est spécifique pour ce type d'intervention plutôt que d'aller chercher des complications, à moins qu'on n'ait pas ce matériel-là à disposition. Mais il faut essayer de rester simple pour avoir un succès technique, je pense. Je prends la parole, Pierre-Antoine, si tu veux bien. Bon, les jeunes, vous êtes très bons et très brillants. Donc, je vais faire quelques petits commentaires, en particulier aux anciens présidents de l'UNIR qui sont présents aujourd'hui et que je salue. La première chose, puisque vous êtes jeunes, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Donc, le plus important, c'est de prendre toutes les précautions avant de poser l'indication et d'être parfaitement au point sur le plan technique pour votre intervention. Les points essentiels qu'il faut garder en tête dans une angioplastie rénale, c'est qu'il faut qu'à 24 heures, votre patient ait une tension qui soit, après une angioplastie rénale, soit mieux contrôlée et qu'il ait une fonction rénale qui se soit améliorée et qu'il n'ait pas de complications. Ça, c'est votre job. Après, que le résultat à très long terme d'angioplastie rénale ne soit pas aussi bon qu'on l'espérait, c'est-à-dire qu'il est très bon, mais il n'est pas meilleur que celui d'un traitement médical bien conduit chez des patients qui ont une hypertension artérielle ancienne, dans lequel malheureusement, quand on attrape ces patients et qu'on vous les présente au staff, ils ont une sténose. Mais ça fait, comme le disait Zachary à l'instant dans son étude, ces hypertensions silencieuses qui ne se sont pas démasquées sur le plan clinique, qui ont donc déjà agi sur la néphrangioschlérose du rein, font que malheureusement, ensuite, le patient, on trouve une sténose, il va être pris en charge par nos collègues cardiologues ou médecins vasculaires, il va avoir un traitement, 3 traitements,
la tension va bouger, rebondir, jusqu'au jour où on va dire, bon, j'ai un peu de mal, et c'est le rôle maintenant du radiologue de venir traiter ces patients-là. C'est bien sympathique, tout ça, on va rétablir le flux, bien sûr, mais malheureusement, il y a des gens des frangioscléroses qui sont déjà beaucoup trop évolués, même s'il n'y a pas un retentissement sur la taille du rein. Et donc, ceci explique les courbes que vous voyez. Malheureusement, j'adorerais avoir vu ces patients bien plus tôt dans leur histoire d'hypertension artérielle et qu'ils nous soient présentés dans des staffs radio, médecins vasculaires, radiocardiologie, radiochirurgie vasculaire. Plutôt, les chirurgiens vasculaires, ils libèrent les patients beaucoup plus vite que ne le font les cardiologues. Et les médecins vasculaires, c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'on perd du bénéfice et du néphron de façon inutile et qu'on pourrait faire bénéficier nos patients d'une angioplastie stenting bien avant. Quelques points importants que j'ai relevés en vous écoutant. Le premier point, c'est que sur le scanner, c'est très important. Les codoplaires, Farah, c'est merveilleux, hein, très, 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 très bien. Mais enfin bon, quand on est radiologue interventionnel, le point majeur, c'est le scanner pour aller se positionner et éviter toutes les erreurs techniques. Le premier point, c'est de bien regarder l'aorte. Il n'y a rien de pire que de ne même pas être arrivé encore dans l'artère rénale pour faire son cathétérisme et d'avoir déjà envoyé, à cause d'une aortite emboligène, des emboles dans le rein et d'avoir réglé le problème du patient avant même d'avoir abordé l'artère rénale. Donc, les aortites emboligènes à éliminer. Farah est passé rapidement sur les compressions extrinsèques. Quand vous avez une femme jeune qui a une sténose, évidemment, on a toujours l'impression que c'est une dysplasie, mais quand ça siège sur la portion ostiale, méfiez-vous des compressions extrinsèques par les piliers du diaphragme. Ça existe. Évidemment, si vous mettez un stent qui est sur lequel il y a, dans une artère rénale pour lequel il y a une compression extrinsèque sur le pilier du diaphragme, c'est même pas la peine d'imaginer le suivi. À 3 mois, le stent est démonté. Donc, faites attention, ne vous trompez pas dans les indications. Les bourgeons calcaires, on a vu tout à l'heure, il faut savoir s'aider dans les bourgeons calcaires de ce que Pierre-Antoine nous a montré avec le guidage. Ça, c'est très important. Je passe à la page 2, il y en a 9, hein, je te préviens, Farouk. Le contrôle écodoplaire. Alors, le contrôle écodoplaire, on a parlé du 24 heures avec le départ du patient. Vous êtes le radiologue interventionnel, c'est vous qui avez réalisé l'intervention. Le lendemain matin, c'est vous-même, votre équipe, qui réalisez le contrôle écodoplaire de votre patient, que ce soit pour une dysplasie fibromusculaire ou pour une sténose atéromateuse. C'est votre équipe, l'équipe de radiologie, qui fait le contrôle pour vérifier à 24 heures, quand on va laisser sortir le patient, que tout va bien. Évidemment, vous en profitez pour garder la fémorale, en particulier chez les patients dysplasiques. Ce sont des femmes jeunes. Vous savez qu'on a plus de complications pour une ponction chez les femmes jeunes. Donc, vous en profitez évidemment pour faire le contrôle de votre point de ponction. Ça ne sert à rien de dilater les artères rénales accessoires ou polaires inférieures ou polaires supérieures qui font 2 mm, même si elles ont une sténose. Ça ne sert à rien. Vous tapez en touche et vous envoyez chez le voisin tout de suite. Ne perdez pas votre temps. Le scanner, ce n'est pas de l'imagerie en coupe, Farah, si je peux me permettre, c'est de l'imagerie volumique. Vous êtes tous des radiologues jeunes, modernes. Le scanner à l'IRM, c'est de l'imagerie volumique. C'est ça qu'il faut garder en tête. L'imagerie en coupe, c'était de mon temps, ça, c'était à 20 ans. Hein. Donc maintenant, vous faites du volumique. Sur ce volume, vous allez calculer 2 angulations. C'est ça qui est, Zachary retient ça, c'est le plus important. Vous allez regarder l'angulation pour cathétériser l'artère rénale. Donc, quelle angulation allez-vous mettre pour amener votre cathéter guide et accrocher l'ostium de l'artère rénale? Quand vous avez fait ça, la moitié du travail est fait. Deuxième point maintenant, après, vous allez faire votre cathétérisme, faire votre échange, et après, vous allez lâcher votre stent. Quand vous lâchez votre stent, pareil, ce n'est pas toujours la même angulation en fonction de où siège la sténose et des sinuosités de l'artère. Donc, vous avez 2 angulations et 2 incidences à regarder. Celles-là, à partir du moment où vous les avez, vous les gardez jusqu'au bout. Il faut évidemment être le plus rapide possible. Donc, il n'y a plus de diagnostic angiographique. Le diagnostic, il est fait sur le scanner. Donc, le diagnostic angiographique, il ne sert à rien. L'angiographie, ça sert juste à vous aider, voilà. Mais vous avez déjà calculé si vous aviez 5 degrés, si vous faisiez du codo, du crânio-caudal. Vous savez si vous êtes en OAD, en OAG, à 10 degrés, 5 degrés, 15 degrés. Voilà, toujours dans un plan perpendiculaire au plan de l'axe directeur du rayon, évidemment. Ça, c'était le 2. Le 3, dans les dysplasies. Toutes les dysplasies ne se valent pas, les dysplasies fibromusculaires. Vous avez vu l'exemple de la sténose très courte de l'hyperplasie que nous a présenté Pierre-Antoine. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille,
puisque ces sténoses sont extrêmement rigides, ces sténoses courtes sont extrêmement rigides, extrêmement fibreuses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer, parce que vous partez de 0,5 mm de diamètre, il faut arriver à 6. Là, vous commencez par un ballon de 2 mm, puis vous passez à 4 mm, et puis vous passez, si vous pouvez, à 5. Ça ne sert à rien d'avoir un résultat parfait. Toutes ces sténoses sont responsables en amont et en aval de surdilatation, de dilatation liée à l'effet G. Et le calibre artériel réel n'est pas celui que vous avez sur l'angiographie ou sur le scanner. Donc, même si vous êtes un peu sous, votre résultat, vous le trouvez un peu sous-évalué, ce n'est pas grave. C'est normal. C'est la même chose pour les dysplasies fibromusculaires de type fibroplasie médiale avec l'aspect en collier de perles. Si vous essayez d'avoir le même calibre que celui des lésions anévrismales, je vous rappelle que ces perles, ce sont des lésions anévrismales. Vous, ce que vous voulez, c'est traiter les sténoses, c'est pas avoir un effet cosmétique. Les lésions anévrismales, elles sont au-delà du diamètre de l'artère. D'ailleurs, elles sont plus larges que le tiers proximal de l'artère qui, lui, est normal. Donc, si vous essayez d'avoir le même calibre que celui de ces lésions anévrismales, vous allez disséquer l'artère ou la rompre, c'est sûr. Donc, ce n'est pas grave de ne pas avoir un résultat angiographique et cosmétique parfait. L'important, c'est le contrôle écho-doppler à 24 heures. Et si vous voulez savoir si vous passez à 4,5 ou 5 mm, c'est le seul moment, moi je trouve, où ça vaudra la peine de mettre un guide et de regarder si vraiment votre résultat est déjà optimal pendant la pression. Ne vous posez pas les pressions, ne vous posez pas de questions. Toute angioplastie, vous mettez une double antiradiation plaquettaire, que ce soit une dysplasie, que vous soyez angioplastie seule au ballonnet, que vous soyez avec un stenting ou pas, une endoprothèse couverte, vous faites 6 semaines de double antiradiation plaquettaire. Au moins, toutes les équipes sont au courant, les manips ne font pas d'erreur, vous non plus, et vos ordonnances, c'est toujours les mêmes, et au moins, on est tranquille, et ça ne changera rien aux patients. Les sténoses intra-stent, quand vous faites une angioplastie stenting pour une sténose athéromateuse, vous avez 90% des sténoses, on l'a vu tout à l'heure, qui surviennent à 6 mois. Donc, l'important, c'est 1 mois. Donc, vous faites le 24 heures, le patient sort. 1 mois, 3 mois, 6 mois. Quand ce patient a 6 mois a une écho-doppler, il n'y a pas de sténose, vous êtes tranquille. Vous pouvez élargir le délai de surveillance. Il ne se passera plus grand-chose, honnêtement. Donc, c'est ces 6 premiers mois qui sont importants. Évidemment, vous contrôlez évidemment votre fonction rénale, ça c'est très important. La consultation d'anesthésie, si je peux me permettre, tu as oublié un élément qui me semble important. Tu as bien précisé qu'il fallait une consultation d'anesthésie, tu as dit qu'il fallait faire une surveillance anesthésique, on peut faire une petite sédation, mais quand vous allez gonfler votre ballonnet, le patient va ressentir une douleur lombaire à partir du moment où vous étirez les fibres saines, les fibres élastiques et musculaires saines de l'artère, que ce soit pour la dysplasie, que ce soit pour les lésions athéromateuses. Quand vous commencez à étirer les fibres saines, c'est que vous êtes au bon calibre du vaisseau. Si ça fait pas mal quand vous dilatez, c'est que vous êtes en dessous du calibre du vaisseau. C'est mathématique. Quand vous commencez à étirer les fibres saines, elles réagissent, elles font mal. Voilà. Donc là, vous savez que vous êtes au calibre. Si vous continuez à gonfler avec plus d'atmosphère et que vous avez un ballon semi-compliant et que vous le gonflez encore, vous risquez de rompre l'artère. Donc, le fait ensuite que cette douleur lombaire disparaisse à la déflation du ballonnet est un élément important. Si un patient continue à avoir mal, soit vous avez piqué et avec votre guide, vous êtes allé perforer une artère, soit vous avez un hématome si le patient a mal, si la douleur persiste au niveau lombaire. Donc ça, gardez-le en tête. Les incidences, on les a vues, je n'y reviens pas. Le scanner, sur le scanner, il faut aussi regarder les vaisseaux. Je déteste les enjeux scanners des artères rénales. C'est un truc que je ne peux pas supporter. Quand on fait un enjeu scanner des artères rénales, on démarre à la traversée thoraco-diaphragmatique, on finit en fémoral. Pourquoi? Parce que il faut regarder les surrénales, il faut regarder le rein, puis il faut regarder les axes artériels iliofémoraux. Il n'y a rien de pire que d'avoir regardé où démarre l'ostium sur l'artère rénale et d'avoir des angulations iliaques et de se dire j'ai pris un intro-6F court. Ah, si j'avais pris l'intro-6F long, tout ça, c'est à faire avant. Plus on est rapide dans une intervention, meilleur on est. Donc, si on a des sinuosités, on ne se pose pas de questions, on met l'intro long, on finit dans la horte, et à partir de là, je mets mon catéguide. Voilà, mais tout ça, c'est à prévoir avant. On se pose la question, tous ensemble, de savoir pourquoi il n'y a pas plus de progrès
entre le stent et les traitements médicamenteux. Vous avez bien vu que vos collègues, médecins vasculaires ou cardiologues, vous sortent une nouvelle antihypertenseur toutes les semaines. Il y a beaucoup d'argent à faire, il ne faut pas se cacher. Et donc, il y a beaucoup de patients hypertendus. Il y a donc beaucoup d'études. En radiologie, globalement, en pathologie interventionnelle, en radiologie interventionnelle ou avec nos collègues chirurgiens ou autres, cardiologues, il y a un élément essentiel, c'est que le progrès du stent, c'est le stent actif. Donc, les maisons qui font du périphérique, les instituts qui font du périphérique, ils se sont concentrés sur le stent actif dans les fémorales superficielles. Vous voyez le bénéfice un peu que ça peut apporter, 5% sur une perméabilité primaire ou secondaire assistée de 3 ans re-céréangioplastie à 2 ans, et pour passer de 50 ou de 40 à 43%. Vachement intéressant, mais ça rapporte des sous. De l'autre côté, vous avez ceux qui font des petits stents, qui font les artères rénales sur ballon, et eux, ils se sont jetés évidemment sur les coronaires. Et entre les deux, il y avait le diamètre 5, 6, 7 court sur ballonné. Malheureusement, c'est sur les artères rénales. Celui-là, personne ne s'y intéresse, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, 500 patients, c'est une étude d'un centre qui fait de la coronaire. Donc, aucun intérêt pour les études multicentriques. Donc, pour eux, il n'y a pas de marché. C'est dommage parce que je suis bien persuadé que le stent actif, en particulier les lésions athéromateuses, aurait apporté une solution et aurait permis d'écarter les deux courbes. Passons. Le guide. Quand vous prenez un guide, vous avez entendu des histoires de guides tout à l'heure, les guides 0,14, parce qu'il faut travailler en monorail évidemment et travailler en 0,14. Là, on arrête les 0,35 et les coups de guide qui vont au fond d'une branche de l'artère. Tout ça, c'est interdit. Interdit. Voilà, on travaille en 0,14, on fait un cathétérisme sans guide de l'ostium. Une fois qu'on a fait le cathétérisme sans guide de l'ostium, on met 0,14 bien souple, bien gentil, qu'on a bien torqué comme il faut. Donc, il faut une extrémité souple qui ne soit pas trop longue. Si elle est trop longue, les artères rénales, c'est court. Si elle est trop longue, vous n'avez pas suffisamment de support pour aller sur la zone de stenting. Donc, prenez les guides, ce que vous avez dans vos placards, dans vos stocks, dans l'extrémité souple, elle ne fait pas plus de 2,5 cm, 3 maximum. Au-delà, vous êtes embêté. N'hésitez pas à utiliser un microcath. Vous ne posez pas de questions si vous devez utiliser un microcathéter. Si vous voyez que le cathétérisme est complexe, que l'artère, on l'a vu tout à l'heure pour le patient de Pierre-Antoine qui part un peu dans tous les sens, dans ces cas-là, vous prenez un microcath, vous mettez votre microcath au fond, vous passez votre sténose et vous faites un échange et vous remettez, après avoir pris le guide souple 0,16, vous remettez un 0,14 qui est un peu de stiff et vous êtes tranquille. Le Shikai, je ne sais pas pourquoi, c'est un guide de neuroradio, moi. Je ne comprends pas. Le Shikai, c'est un guide qui va dans la pathologie vasculaire. Si vous avez besoin d'un Shikai, vous prenez un Shikai. On se fout de savoir combien ça coûte. Il faut arrêter ce genre de choses. Antoine, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Même si je suis le gestionnaire du pôle d'imagerie, si on a besoin d'un Shikai, on a besoin d'un Shikai. Pointe à la ligne. Il ne faut pas se poser de questions. Je ne vois pas pourquoi là-haut, ce serait plus grave qu'il faudrait passer 3 heures dans une artère rénale sous prétexte qu'on ne va pas utiliser un Shikai. C'est des choses, moi, ça me traumatise. Les vasodilatateurs, les antispastiques, c'est très important. Quand on travaille en 0,35, ce n'est pas la peine que je vous dise que, bien sûr, et en coaxial, ce n'est pas la peine que je vous dise que du Risorda, on en mettait des litres et des litres à l'époque, parce qu'évidemment, tout se passe. Mais maintenant qu'on est en 0,14 et que le catéguide reste à l'ostium, c'est vrai que, bon, on a moins besoin, mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, qu'il ne faut pas négliger. Mais normalement, si vous avez un cathétérisme doux en 0,14, vous devez arriver à passer et ne pas en avoir besoin. Ah oui, ça c'est le point essentiel. Zachary n'en a pas parlé, c'est le plus important. Zachary, oui. Quand tu as passé une sténose avec un guide, une sténose, une artère rénale avec un guide, le guide, il est en place, il ne bougera plus jamais. Une fois qu'il est passé, il reste en place. Tu as passé une fois une sténose. Si on t'a envoyé un malade, on t'a envoyé un patient pour faire une angioplastie de l'artère rénale, on n'est pas comme dans Coral, on n'est pas comme dans Astral, nous on ne traite pas des lésions sténosantes à 50%, qui est un délire, on traite des lésions à 90%. Quand c'est passé une fois, même en passant, même si tu ne fais pas de dégâts, tu as modifié les flux, tu as fait un peu de turbulence. Si jamais tu perds le guide, tu n'es jamais sûr de repasser à l'intérieur. Donc tu fais attention, une fois que tu as ton guide en place, il ne bouge pas de toute l'intervention. Pour les réformes, les images de Pierre-Antoine étaient somptueuses de ce transplant de l'artère rénale. Ce qui est important, c'est le scanner. Ce n'est pas l'angioplastie du transplant, on s'en fout de ça, c'est comme une angioplastie de n'importe quelle artère. L'important, c'est de savoir par où vous allez arriver. Le transplant, ça ne pardonne pas. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'erreur, vous ne pouvez pas faire une erreur, vous ne pouvez pas faire partir un guide, boucler, passer dans la paroi, c'est interdit dans un transplant. Donc, parce qu'en plus, il est récent, donc voilà, vous avez des anastomoses. Donc, il faut que votre bilan initial
Donc, votre scanner, vous l'ayez analysé de façon parfaite. Vous ne pouvez pas arriver en disant, tiens, je vais essayer de passer à gauche, mais si j'y arriverai pas. Non, il n'y a pas d'essai là. On n'essaie rien du tout. On passe et on sait déjà par où on va passer. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour les jeunes du jury, donc vous vous attaquez aux sténoses sévères, celles qui sont difficiles. Mais c'est celles-là qui valent la peine. Les autres, ça ne sert à rien quand un cardiologue vous dit, je ne sais pas, il a une sténose à 50%, mais je ne sais pas, ça fait 5 ans que j'ai changé 4 fois les traitements, il a une pentathérapie, une tri, une double, que le malade, quand vous le voyez en consultation, vous dit oui, ça fait comme ça monte et ça descend. C'est même pas la peine. Le bénéfice de ce que vous allez faire ne fera rien. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine. Il faut s'intéresser aux vrais patients qui ont 60 ou qui sont largement plus 70%. Et c'est ceux-là sur lesquels vous aurez des bénéfices. Et malheureusement, je vous le dis, tous les patients qui ont une diminution de hauteur du rein ou qui ont des signes déjà de néphrangioschlérose avec une dégradation de la fonction rénale, vous pourrez de temps en temps, si vous avez une sténose et qu'enfin, plutôt que d'aller vers la dialyse, on vous les envoie. Vous pourrez stabiliser un petit peu la fonction rénale, mais il ne faut pas rêver. La néphrangioschlérose, elle agit par elle-même. L'âge du patient, les facteurs de risque, tout ça agit par soi-même et continue à évoluer. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'on augmente la source et qu'on ouvre une artère, tout ce qui est en distalité va, par bonheur, se guérir. Il ne faut pas rêver. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous aviez rien d'autre? On serait bien resté encore un peu. Quoi. Non, je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Merci infiniment pour tous ces conseils en fait, qui complètent un petit peu la vision des jeunes. Mais il faut toujours avoir une modération et c'est pour ça que nous, on aime toujours avoir quelqu'un d'expert qui nous modère, qui nous fait pas, empêche de dire des bêtises au profit de tous ceux qui sont présents, au profit de nous-mêmes d'ailleurs. On est désolé, on a dépassé un peu le temps. D'habitude, on rend l'antenne avant 20h. Bon, là, on va dire que le sujet était particulièrement intéressant. On a commencé avec un peu de retard. Merci Pierre-Antoine Barral pour la participation. Oui, vous avez le droit d'inventer, mais pas trop. Hein. Merci pour cette petite blague, Axel. Merci à Farah, merci à Zachary qui a relevé le défi et on se félicite pour la présentation. Quant à nous, on vous dit à très bientôt. Si vous avez raté cette présentation ou vous en avez loupé une partie, sachez qu'elle sera bientôt sur notre page YouTube, tout comme toutes les présentations qui ont déjà été faites. Continuez à nous suivre, continuez à participer. Et puis, si vous voulez vous investir dans l'action jury, c'est avec plaisir. Vous avez où nous contacter. Tu as 10-30 secondes pour dire ce que le jury va faire au JFR sur le plateau du VRI. Donc, ça se prépare dès maintenant. On va mettre en place, comme l'année dernière, des sessions de cours sur le village de radiologie interventionnelle qui seront évidemment pour vous. Donc, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, on ne parlera pas de la même chose que l'année dernière, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On essaiera d'aborder des sujets qui vous intéressent. Et puis, on organisera avec une organisation, je me répète, un peu plus en amont, un challenge. Donc qui va consister en un quiz qui essaiera de départager des équipes de villes différentes avec quelques lots assez sympas à la clé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact dès maintenant avec nous. Et puis, à très bientôt. Bon, les Marseillais, je vous salue tous et un petit salut spécial à Yann et à notre Moubarak. J'espère que vous allez bien tous les deux. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.